La fleur de feu. La fleur de feu, c'est une histoire qui commence par mon amie Carole qui me demande comment modifier ses codes. C'est-à-dire, premièrement, comment se purifier ou s'assainir. Puis là, je vais quasiment commencer par la fin. Tout de suite là, c'est une vidéo, une présentation de Sadhguru qui parlait d'une pratique en Inde d'individus dans la méditation, qui rentrent dans des méditations profondes et qui sortent, si on peut dire, du temps, qui sont un peu hors du temps, mais qui sortent aussi de différents aspects, dont celui de se nourrir, d'avoir froid, d'avoir chaud. Il y a différents besoins corporels qui ne sont comme plus nécessaires, de se nourrir et même de respirer. C'est-à-dire que des individus assez avancés vont demander à être enterrés pour faire le test. C'est un peu comme si je vous dirais que cet individu-là, qui cherche à faire ça, cherche à éteindre certains aspects de feu ou des programmations, à s'affranchir de programmation terrestre ou de codes avec lesquels on arrive d'une certaine façon, qui sont nécessaires. Pour un enfant qui naît, la respiration, c'est la première des choses. Commencer par un grand respire et vivre. Sinon, il meurt. Donc, il y a la naissance à travers le feu. Et de porter ces feux-là. Ce qui nous maintient en vie. Qui sont des principes de feu fondamentaux pour la vie. Donc, ces individus-là vont s'émanciper des besoins terrestres pour finalement retrouver le feu de ce que nous sommes réellement quand nous nous émancipons de cette vie, donc en faisant le passage qu'on appelle la mort, qui est à la fois une extinction des feux et qui nous ramène à notre feu sacré, qu'on va appeler ici le feu blanc. Donc, ça met la table beaucoup pour la fleur de feu. Donc, les premières observations que je fais sont liées vers le sang. D'aller vers le sang, les mémoires dans le sang. Puis là, il y a toutes sortes de choses que je vois qui me passent par la tête, puis que j'ai des films que j'écoute, puis qui me ramènent à ça, au sang. À cette force-là, puis dans les aspects de fécondation. Il y a plusieurs formes de fécondation. Puis j'ai un autre flash qui est comme la pollinisation du sang, qui sont deux aspects qui sont complètement aux antipodes ou qui ont pas, semblent pas avoir aucun rapport, mais pourtant qui en ont. Puis dans notre sujet de conversation, dans nos sujets de conversation, l'arbre en faisait partie. Et c'est un peu par cet aspect-là de pollinisation au niveau végétal que m'est apparu aussi la pollinisation du sang. C'est un peu comme si je vous dirais que l'arbre ressemble beaucoup à des vaisseaux sanguins.
mais aussi c'est quelque chose qui est magnétique, que le mouvement de l'arbre est un mouvement qui est comme magnétique, qui est comme électrique, qui est comme d'un éclair. Puis le vaisseau sanguin, c'est comme ça aussi. Puis on sait que le sang est ferreux, c'est ce qu'on nous dit, mais s'il est ferreux, il est magnétique. Donc, il contient une forme d'énergie qu'on va appeler aussi feu. Ce feu magnétique-là qui est véhiculé dans les veines transporte un type de feu, des types de feu. Et cette circulation-là nous amène, on va aller vers l'expression du feu. Donc, dans les expressions du feu, si, mettons, j'enlève mes lunettes, ceux qui me connaissent savent bien que j'ai des espèces de sourcils bizarres, puis que je les laisse pousser. Dans ma famille, tout le monde les coupe, mais moi, je les laisse pousser pour voir un peu de quoi ça a l'air vraiment, moi, ce qui m'habite. Tu sais, je me laisse pas pousser la barbe parce que euh, dans mon travail actuel, dans le composite, il faut que je porte un masque. Souvent, mais quasiment tout le temps, là. Fait que la barbe m'impute. Alors, euh, l'expression de feu va se trouver dans les cheveux, les poils. Ici, j'ai une rosette en arrière, puis ça va tout vers l'avant, puis ça tourne ici. Puis ça a tendance à revenir vers le haut, puis à me faire une espèce de toupette de travers. Puis tous mes cheveux partent de l'arrière vers l'avant, puis rendu ici, ils retournent vers le bas comme ça. Ce que ça nous montre, c'est le mouvement de l'énergie comme une espèce de forme cinétique, magnétique, qui se passe dans ta tête. Comment s'organise l'énergie dans ta tête? Mais ça se fait aussi au niveau du corps. Au niveau de la pilosité, on observe les mouvements des énergies. Il y a aussi un côté pratique à avoir du poil, mais il y a aussi un côté hormonal à avoir du poil. Fait que là, on était dans l'expression du feu, dans certains aspects physiques. Puis pour conclure ça, c'est un peu comme si quand on regarde nos sourcils puis la barbe, c'est un peu comme si le feu sort de nos yeux et fait des flammes, fait des formes de flammes dans le dessin des poils, dans la façon que le poil tourne, frise, nous parle du feu qui nous habite. C'est la même chose pour la barbe, quand on va voir des traces souvent blanches ou des traces de la façon que la couleur se forme autour, qui sont des traces de feu. Et à ce moment-là, quand on observe ça, c'est qu'on observe que la parole est un feu. Que lorsqu'on l'ouvre la bouche, c'est du feu. Donc là, présentement, je vous transmets du feu. Donc, je vous transmets du feu par ma bouche et par mes yeux. Puis ça, c'est une dynamique qui est très importante dans l'expression du feu, qui nous amène directement au feu blanc, parce que même les mains, le visage est l'expression du cœur, du feu blanc. Lorsque l'on parle, lorsqu'on est présent devant les gens, c'est le feu blanc, le feu du cœur qui se manifeste. Et lorsque l'on donne la main à quelqu'un, c'est une prolongation du feu blanc dans nos mains. Donc, la fleur commence à se dessiner. Puis là, mon amie Carole me demande, cette fleur-là aurait quelle forme? Quelle sorte de fleur que ça pourrait être? Fait que ce qui me vient en tête, c'est le lys. Puis dans ma jeunesse, dans mon temps de création,
de mon masque bleu, de mon visage bleu, j'avais fait une peinture, un lys blanc. Des lys, un bouquet de lys. C'était des lys de Pâques, là. Mais le lys blanc est emblématique dans sa forme. Puis là, il se posait la question comment il pourrait la placer sur ce qu'on appelle la fleur de vie. Mais en vérité, la fleur de feu ne se place pas sur la feu. Ben, elle se place, oui, mais tout se place sur la fleur de feu, sur la fleur de vie. Mais sur le corps humain. Puis là, apparaît autre chose. Là, je saute du coq à l'âne un peu, là. Je vais vite dans mon cheminement, là. Parce que ça s'est pas forcément passé tout à fait comme ça, là, les déclics, là. C'est que en études de shiatsu, dans ma formation de thérapeute, de massothérapeute en shiatsu, nous apprenons les trois feux. On a le maître feu, puis tu as des feux secondaires qui sont séparés. Si on va si vous allez sur Internet, vous allez voir ça. Les feux en shiatsu, c'est 3 zones délimitées qui partent du bas vers le haut. Mais cette présentation-là n'est pas complète. Et si on va dans le Tao, on parle de 3 zones distinctes qui sont un peu différentes, présentées d'une autre façon. Puis là, je vais essayer de retrouver mes notes parce que c'est quand même très important, cette partie-là. Dans le Tao, c'est pas présenté comme des feux. C'est présenté d'une autre façon, puis c'est présenté par les gardiens des seuils de ces aspects-là, qui sont les 3 cadavres sanglants. Les 3 cadavres. Ouais, sanglants, c'est ça. Des 3 forces mortifères. Puis en shiatsu, on appelle ça le triple réchauffeur. Donc, tu as le cadavre sanglant qui est d'une dimension rouge, qui est vraiment le bas du corps. C'est vraiment 3 zones séparées. Après ça, tu as la demoiselle blanche qui est au centre. Et tu as le vieux bleu, que je vais appeler ici la flamme bleue, qui est la tête. Mais dans le shiatsu, la tête ne fait pas partie du feu. Et ça n'existe pas, la tête dans le shiatsu. Comme ça n'existe pas le feu croisé au niveau du nombril dans le shiatsu, mais par contre, dans le thaïlandais, le croisé est là, existe, et pourtant, ce croisé au niveau du feu, du nombril, il est là. Tu sais, fait qu'il y a plusieurs disciplines de vie, qu'on a des fragments d'une vérité, puis dans un autre, on a d'autres fragments de vérité. Donc, dans le taoïsme, ce qu'on appelle les 3 cadavres sanglants sont les zones de séparation distinctes des feux. Le feu rouge, le feu blanc et le feu bleu. Et c'est la base de la fleur de feu qui est un lys. Vers les bras, les mains, vers le bas du corps, avec le ventre, du tout le principe de digestion. Puis là, quand tu rentres dans l'étude du feu, dans ça, ça finit plus, là. Dans tous les aspects du feu rouge, t'as le sang. Puis là, ben, je viens d'avoir un flash au niveau du squelette. C'est parce que le squelette, lui, produit les globules rouges puis les globules blancs. Donc, le squelette unit deux feux, deux principautés vraiment importantes, qui sont à la fois les fondements au niveau de l'ossature, de la pierre, et de contenir le feu aussi. Et dans le feu rouge, nous avons tout l'aspect
Euh, que tantôt je parlais des poils, des hormones qui sont produites par le sexe, les testicules. Et il y a plusieurs glandes qui vont produire de la testostérone, puis de l'estrogène, et ainsi de suite, puis à différents degrés chez chaque individu. Puis l'aspect hormone est dans le feu. Et à la fois dans le feu rouge, mais à la fois aussi dans le feu bleu, euh, parce que dans le feu bleu, nous sommes au niveau euh, de la communication lente. Tu as la communication nerveuse, qui est une communication, tu as la communication lente, puis je vais aller trouver le mot, que je me rappelle plus sur le coup, là. Donc, que nous allons appeler le système endocrinien. Ce qui déploie aussi l'aspect psychédélique. Donc, tout ce qui est aspect signal chimique est directement dans le feu bleu. Puis l'absence d'empathie est un trouble du feu bleu. Donc, il y a le feu bleu, il y a le feu rouge. Puis là, si on revient au feu blanc, comme je parlais au début, il y a le feu originel sacré qui est pas forcément lié à la mécanique corporelle, mais qui est lié directement, c'est comme si on aurait une connexion au feu originel sacré, qui est à la fois un lieu de naissance, mais un lieu de naissance des soleils, puis on parle de Sirius, la mère des soleils. Donc le feu blanc, lorsque on appelle un âme, puis qu'on la voit partir pour passer, mettons, il se dirige vers Sirius. C'est direct. Le feu blanc. Puis le feu blanc, c'est le lys blanc. C'est ce centre. C'est à la fois la partie de la respiration et des seins. Un ami me disait, une personne qui est spécialiste au niveau de la lactation, qui a fait beaucoup d'études en lactation pour aider les femmes, aider la société. C'est une thérapeute euh, qui s'ignore, une thérapeute céleste qui s'ignore. Elle s'appelle Annabelle. Donc, Annabelle est très cartésienne. Elle est hyper passionnée et elle est elle-même un soleil. C'est une conscience solaire puis qui a besoin de rayonner. Elle rayonne. Donc, Annabelle me disait, le lait, c'est comme le sang blanc. Mais le lait, puis là, moi, ce que ça me dit aussi, c'est que le lait, au niveau du pH, c'est un pH neutre. Puis lorsque je parle le pH, qui m'est venu aussi, c'est le pH or. Là, c'est encore comme la pollinisation du sang, c'est comme deux choses complètement qui n'ont comme aucun rapport. Le pH or, c'est comme si, ce que je vous dis là, c'est comme l'or est un métal qui ne s'oxyde pas. Le lait est un élément neutre. Donc, l'aspect euh, équilibre acido-basique de notre corps est un autre aspect du feu rouge. Le système digestif est un feu spécifique qui nourrit, qui entretient une forme de vie forte. La vie que
que notre ventre porte est un univers en soi et crée de la chaleur et amène une force de feu. Et au niveau reproducteur, c'est un peu, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a des variations dans la couleur du feu. On va parler d'un feu généralement rouge à partir un petit peu en haut du nombril, qui est dans le feu rouge. Puis en haut du nombril, un petit peu en haut du nombril, c'est le feu blanc. Puis dans le shiatsu, ce qu'on apprend, c'est que les trois feux sont agissants dans les organes à différents niveaux, mais comme dans tout le corps. Fait que tu peux avoir des problèmes de feu de façon indirecte. Puis là, dans le shiatsu, on apprend qu'il y a une dynamique familiale, de famille, de groupe, donc de groupes qui vont s'équilibrer. Donc, tu as l'eau, tu as la terre, tu as le métal, la terre, tu as le métal, tu as le bois qui représente l'air et le feu. En tout cas, tu as les 5 éléments dans ça. Puis, il y a comme un jeu d'équilibre et de contrebalancement dans plusieurs aspects. C'est quand même assez complexe, cet aspect-là du feu en shiatsu. Puis c'est super intéressant, là, vraiment. Là. Fait que quand on travaille au niveau des organes, ben, on voit des troubles de feu émotionnels souvent, puis dans la façon qu'on a de vivre. Et l'émotion est dans le feu blanc. Et cette maîtrise, la maîtrise de l'émotion ou l'intelligence émotionnelle, elle est primordiale. Donc, les gens qui sont en déséquilibre émotionnel, en trouble émotionnel, sont dans des troubles de feu blanc. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects de feu. Puis dans la maladie, en général, qui sont des troubles de feu. C'est souvent d'ordre de feu. Puis observé de différentes façons. Donc, les trois feux sont agissants simultanément dans tout le corps. Et je parlais de l'expression du feu tantôt. Et une autre expression de feu, c'est l'aura. Des gens qui vont voir un peu l'aura des gens, l'énergie qui émane, parce que ça prend un œil pour ça, que j'ai pas forcément facilement. Mais bon. Donc, il y a des gens qui vont avoir une facilité à voir la couleur, l'émanation de feu, le rayonnement. Dans l'aspect de pollinisation du sang, ce qu'on parle, c'est qu'on parle de la dimension de l'air et de la dimension de la terre, qui sont une fécondation, que l'air féconde la terre, que les mots fécondent notre terre, que présentement, mes mots de feu fécondent potentiellement votre terre. C'est à vous de voir si vous acceptez ou n'acceptez pas ce que je vous dis. Donc là, on rentre dans l'aspect de fécondation de la fleur de feu. Et c'est tout au cœur que ça se passe. C'est tout au cœur, là, au centre. Entre un équilibre entre le cœur et le feu bleu aussi, de tout le corps. Cette centralité-là, cet équilibre de feu-là, qui nous constitue, qui va faire ce qui constitue le fléau arc-en-ciel, cette ligne de feu-là,
euh, est tout le temps en potentiel de fécondation. J'entendais Guillaume Kézak parler dans une de ses vidéos qui disait que l'homme a un aspect de lui qui est comme un utérus tourné vers l'extérieur. Mais c'est ça notre fleur de feu. C'est elle, la fleur de feu, qui est toujours dans une forme d'accueil. Tantôt, j'ai parlé de l'utérus dans l'autre vidéo et du sexe masculin. Excusez. Ça, c'est, que je vais répéter ici, c'est l'aspect d'un univers retourné sur lui-même, comme ça, qui me ramène à la table ronde, et de l'univers retourné vers l'extérieur, qui est dans l'aspect masculin, qui est l'aspect de fécondation. Et c'est l'union des deux inversions, comme ça, des deux univers qui se rencontrent, qui sont dans une dynamique de fécondation. Puis là, c'est vraiment le monde du feu qui nous entoure va venir se conjuguer dans l'acceptation d'une union de feu. Nous venons créer une conjugaison de feu qui va créer une forme de nouveau feu dans différents aspects. Le feu blanc reste le même. Le feu blanc est notre synthèse, est notre point de synthèse. Et ce feu blanc-là va être habillé. Il va avoir un arc-en-ciel qui va se déployer de différentes façons de chaque individu. Chaque individu va porter des feux spécifiques dans son expression comme dans son intériorité. Il y a un aspect que je n'ai pas parlé encore, c'est la ligne de feu. Parce que dans cette présentation-là, il y avait la pollinisation du sang, l'expression de feu, mais la ligne de feu. La ligne de feu est venue de façon précédente dans le temps, dans ma compréhension, c'est que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos que une grève, lorsqu'on l'en va à marée basse, nous observons une forme de vie qui n'en finit plus. Il y a de la vie partout. C'est une terre qui est comme dénudée, mais qui est remplie de vie, puis que tu le vois. Quand tu regardes un gazon, là, tu ne la vois pas, la vie, directement, parce que tu as du poil, t'as du poil vert. tu as une touffe verte là, qui cache tout ça. Là. Mais en dessous de la touffe verte là, du gazon, là, ça grouille de vie. Ben, ce jeu-là entre l'apparence et le non-apparent et la ligne de feu. Nous observons ici l'équilibre ou plutôt la rencontre de deux aspects de feu, qui sont l'aspect solaire et l'aspect lunaire de ce qui est visible et de ce qui est caché. Et si on suit cette ligne de feu-là, ben on va suivre, puis on va suivre la terre, puis on va suivre les arbres. On va suivre les arbres, on va suivre les branches, on va suivre les feuilles. Donc les feuilles deviennent une expression dans la délicatesse du feu. C'est une expression délicate du feu, au même titre que les cheveux et au même titre que les plumes des oiseaux, qui sont si je l'avais appelé ça, c'est la sublimation, le sublime, qui est un aspect d'immortalité, l'expression immortelle du feu. Le cheveu qui se dégrade pas, la plume aussi, qui se dégrade pas, est à plusieurs aspects du corps d'immortalité qui sont manifestés sur Terre, qui sont la manifestation
de ce feu-là, du feu de l'immortel, le corps immortel, de l'aspect d'immortalité. C'est dans la dimension du feu qu'on la retrouve, qui est à la fois dans la troisième et à la fois jusqu'à la 12e. La dimension feu, si on peut dire plus pure, arrive à la 12e, mais de la première à la 12e, c'est tout un dégradé, si on peut dire, de la dimension du feu, dans plusieurs dimensions. Ça me ramène aux dimensions, ça me ramène au backroom. Mais ça va être autre chose que je parlerai peut-être en terminant, là. Je parlais de la ligne de feu. Puis cette ligne de feu-là nous amène à voir tout ce qui nous est permis de voir, tout ce qui est feu. Lorsqu'on observe un nuage, c'est un feu, c'est du feu. Comment est-ce que ça peut être possible? Bien, on le voit l'hiver facilement. Parce que quand on souffle, ça fait de la vapeur, c'est une expression de feu, c'est l'émanation d'une vapeur d'eau qui a été chauffée. Donc, en l'intérieur de nous, on va appeler ce qu'on appelle des boilers, des, des chaufferies, là, des bouilloires. Puis quelque part, il y a une émanation de feu qui nous sort de la bouche à travers les gouttelettes d'eau, comme ça. C'est une expression de feu. Donc, dans l'air, il y a beaucoup plus de feu qu'on pourrait le penser, à travers le pollen, à travers toutes les particules qui constituent l'air. Nous sommes donc dans un ciel constitué de feu, à la fois, mais surtout à la fois de comburants aussi, qui alimentent le feu, qui nous sont transmis par les arbres à tout le monde végétal. Mais pour revenir à la ligne de feu, donc nous observons autour de nous les expressions de feu. Et je vais vous faire un exemple un peu étrange, parce que c'est sûr que ce n'est pas la saison, là, mais lorsque tu arrives à l'automne, puis que les feuilles sont jaunes dorées dans les érables, c'est tellement doré partout, au-dessus de ta tête puis en dessous, comme ça, que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'ombre. Puis vous ferez l'expérience d'être dans la forêt en automne, puis on ne distingue pas forcément d'ombre. C'est un peu comme si la feuille qui est en train de changer de couleur émane une lumière. Puis c'est l'expression de feu qui se, il y a comme une émancipation de feu visuel à ce moment-là qui est magistral. Alors, la ligne de feu nous amène à revenir à la fleur de feu, à la forme de la fleur, aux formes végétales tout court, à toutes les expressions végétales qui sont des formes de feu, d'expression de feu. Et cette expression de feu-là se poursuit, se perpétue dans tous les êtres vivants qui gravitent autour du monde végétal. Parce que lorsqu'on observe la ligne de feu, on observe des feux fixes, on peut dire. Là, je viens d'avoir une image de foin qui danse dans le vent, puis que quand tu es dans une plaine, puis tu vois le vent, tu vois des vagues de vent
se faire. Ça fait comme du feu, un peu. C'est magnifique, mais ça reste une expression de feu aussi, entre l'air et les grands foins, les grandes herbes. Et donc, il y a des feux mobiles. Donc, on a des feux fixes, mais on a des feux mobiles. Alors, lorsque tu observes un être vivant, tu observes un feu qui est en déplacement. Mon corps, ma ligne de feu, c'est ma peau. Mon expression de mon feu, c'est mes poils, puis ma barbe, tout ce qui est pilosité, sont des expressions de feu. Mes sourcils sont des expressions de feu. Et chez tous les mammifères, toutes les formes de vie, au niveau de la peau, du cuir, des carapaces, des coquilles, des exosquelettes, des insectes, des couleurs, des papillons, la couleur des plumes des oiseaux sont des expressions de feu et qui amènent une beauté extraordinaire à toute chose. Alors, nous avons des feux mobiles, puis la ligne de feu est la peau. La peau qui est à la fois une sensation, une nervosité. Il y a comme un langage de feu à cette nervosité-là, à ce toucher-là, à cette sensibilité-là. Avez-vous déjà eu la sensation d'être touché avant d'être touché? Avez-vous déjà eu la sensation d'être regardé sans que vous sachiez que vous étiez regardé, là? Ben, dire, de voir là, quelqu'un vous regarder. Donc, le feu est émanant, est plus grand. Mon œil projette un feu et de mes yeux touchent la ligne de feu. Donc, mon œil porte, ma dimension oculaire porte ma conscience dans une dimension de feu, d'agrandissement. Et ma conscience d'Horus, on peut dire, le corps d'Horus est dans une forme de corps d'observation, de prise de conscience. Et l'œil lunaire, lui, va porter, dans une lumière blanche, plus loin. Elle va porter dans le cœur des choses, à l'intérieur, en la profondeur des choses et au-delà. C'est un peu comme si je vous dirais que la lumière de la Lune est ce qui reste de la lumière originelle. C'est comme une lumière pure. Il y a comme une pureté à la blancheur de la Lune, comme des étoiles, comme du reflet sur Vénus, sur Mars, sur les étoiles, les planètes, qui sont un peu le reflet originel de l'émanation du feu. Donc là, je passe assez vite entre les corps et la lumière blanche et la lumière des choses. Donc, dans l'expression de feu. Donc, à partir du moment qu'on étudie le feu, on le voit partout. On le voit partout, puis en toutes choses. Puis on voit l'aspect aussi d'immortalité à travers le feu blanc des choses. Puis on peut parler de la colombe, on peut parler aussi de l'oie blanche, des oies blanches. Et c'est un exemple aussi au niveau chrétien de cette colombe-là qui peut-être appartient aussi à d'autres religions. Mais c'est un modèle de la colombe de l'esprit qui descend, qui vient nous contacter à travers la colombe, l'oiseau blanc. Et c'est le langage des mondes célestes, des mondes subtils,
cette lumière-là. Lorsque l'on est en contact avec des êtres lumineux, vous allez avoir apparaître les couleurs, l'évanescence des couleurs de feu. Vous allez voir le corps de feu des êtres. Puis ça, c'est magnifique. Il y a quand tu peux faire des rêves de cet ordre-là, ben là, c'est un peu comme si je vous dirais que Seth, votre œil lunaire, peut voir le feu. Un feu que Horus ne verra pas. Ben, le voit à partir du moment qu'il est conscient, qu'il est en équilibre avec Seth. Les deux forment un seul corps. Le véhicule céleste, pour moi, en tout cas, ils sont au centre. Ils l'habitent. Je l'ai déjà montré, cette image-là. Là. Comme ça. OK. Je vais faire une vérification. J'ai parlé du lait, j'ai parlé de l'or, mais l'or, on est dans un principe d'alchimie. Et peut-être que je parlerai plus de cet aspect-là avec l'hôtel de feu, au niveau de la transformation alchimique qui est en cours et qui est en cours dans notre société depuis quand même assez longtemps. Donc, je vais vérifier mes notes. Euh, on a l'aspect de la photosynthèse, qui est une conjugaison de feu fantastique, extraordinaire, qui est un feu à l'œuvre. Euh, Dans la ligne, si on peut dire, du lait, du PHA ou de l'or, le côté minéral qui est dans une non-oxydation, tu as aussi l'aspect de l'œuf qui est blanc et jaune, qui est un peu comme de l'or, enfermé dans du blanc. L'œuf est vraiment symbolique d'une forme de perfection. On pourrait même parler d'un modèle de cellule solaire ou de cellule de l'univers dans la forme de l'œuf. L'œuf est une expression de feu. Dans l'aspect aussi de l'œuf, mais c'est tout un aspect comme le lait qui guérit, le lait qui soigne, le lait qui désintoxique de, de l'intoxication, du poison. Donc le lait de la mer vient nourrir, mais c'est aussi le lait céleste qui vient nourrir. Cette forme de nourriture-là que j'ai parlé dans l'autre vidéo, avec Isis et Osiris. Donc, ce lait-là, il est vraiment sacré au niveau physique, mais au niveau spirituel aussi. C'est une nourriture de la mer au niveau céleste. Et au niveau de l'or, il y a l'aspect du corps d'immortalité avec le feu immortel qui sont extrêmement rapprochés. Il y a comme, je dirais même au niveau digestif, de consommer de l'or, c'est pas une mauvaise chose. Puis là, ils viennent de me passer un flash, comme de quoi que le corps humain produit de l'or, puis que cet or-là, ça semble tiré par les cheveux, ce que je vais dire là. Puis je ne sais pas dans quelle proportion, mais dans une quantité infime, là, se retrouverait dans les urines.
C'est bizarre. Mais, regarde, c'est des informations comme ça, mais il semble que le corps humain, dans ses émanations, de la digestion, dans toutes ces formes de digestion, amène à la fois ce qu'on pourrait appeler un déchet, mais ça devient aussi une nourriture qui est redonnée. C'est une nourriture qui est redonnée à la terre et qui vient nourrir. Ça devient un feu, un second feu, par sa chaleur, mais par ce qu'elle contient, qui est toujours un feu vivant. Et c'est ce qui fait que dans l'Égypte ancienne, l'étude des sels et des urines était une étude qui était sacrée, qui nous disait, qui était un langage qui nous parlait du feu. Donc, l'étude des sels, la santé des sels sont la santé du feu. Ça nous en dit beaucoup sur le feu qui nous habite et notre corps intérieur, cette dynamique des organes qui sont des jongleurs du feu, qui sont une mécanique de feu. Dans l'aspect alimentaire, il y a comme le miel. C'est un fruit de feu, c'est un produit de feu qui est créé par les abeilles, qui sont des êtres de feu, puis qui sont des artisanes extraordinaires. Le feu est au centre de leur vie et le miel est comme une expression d'immortalité, un sucre immortel, presque au même titre que le sirop d'érable, qui est une expression de feu de l'érable et qui est extraite par le feu. Donc, il y a une science du sucre, il y a une science du feu au niveau digestif alimentaire. Fait que ce n'est pas seulement autour de nous dans les végétaux, mais c'est aussi à l'intérieur de nous. Mais on le retrouve. Fait que lorsqu'on va consommer des herbes, de l'ortie, l'ortie est une expression de feu intense. et, et la silice moléculaire, la silice végétale qu'elle porte et tous les éléments qu'elle porte sont des aspects fondamentaux dans la structure du corps humain. Mais dans le monde végétal, ce feu-là est un feu nourricier pour nous. Euh, Comparativement à manger de la chair qui est un feu qui s'éteint, qui est une vibration qui s'abaisse, qui se dégrade. Mais il faut faire attention entre une alimentation de viande crue et une alimentation de viande cuite. Parce que la viande cuite, elle est déjà dégradée par le feu. Il y a déjà un feu qui est passé par-dessus, qui dégrade la structure même de la chair. Moi, je suis un consommateur de poissons crus, beaucoup. Puis, je n'ai déjà parlé, donc le saumon cru se digère facilement par rapport à un saumon cuit. Il y a une fragmentation de la structure moléculaire à cuire les choses. Donc, lorsque l'on reçoit une alimentation qui est structurée, donc qui n'est pas dégradée, il va être plus facile à assimiler par le corps dans une certaine dynamique. Mais il y a un autre aspect aussi au monde végétal qu'on appelle aussi dans l'alimentation, c'est le blanchiment, blanchir ses aliments, qui vient stopper la photosynthèse. Parce que la photosynthèse est un feu en soi, puis ce feu-là, pour nous, à des fois, c'est pas, c'est pas toujours l'idéal. En tout cas, c'est astringent souvent.
Cette astringence-là, ben, on va en parler parce que c'est un aspect qui est important. Donc, l'astringence, j'ai remarqué cette année qu'il y avait des pommiers qui étaient astringents. Quand on parle d'astringence, ça veut dire que ça assèche la bouche. Donc, il y a des pommes, des pommiers sauvages qui donnent des pommes astringentes. Puis je me demandais pourquoi. Puis là, ça m'a ramené au gland de chêne, au gland, à l'olive, à tout ce qui comporte des acides tanniques, du tanin. Mais dans les acides tanniques, on a des bases, beaucoup plus que des acides. Donc, il y a des pommes acides, puis il y a des pommes basiques. Il y a des pommes qui contiennent de l'acide tannique avec un pH inférieur. Tu as des pommes qui sont proches d'un pH neutre, mais les pommes qui sont dans un pH presque neutre sont des pommes qui ne se conserveront pas facilement, tellement longtemps, parce que les champignons ont besoin d'un pH neutre, comme le lait. Donc, un tas de compost va avoir des champignons. Un tas de compost qui est en santé va avoir des champignons. Donc, il ne chauffera pas trop, mais il va juste chauffer assez pour qu'il n'y ait pas trop d'acidité. Puis le champignon, c'est ce qu'il a besoin, lui, pour transformer, c'est un pH neutre. Donc, il y a un aspect au niveau des pommes puis de l'alimentation qui agit comme agent de conservation. Donc, ce qui est acide va faciliter la conservation, puis ce qui est dans un pH tanin, si on peut dire alcalin, facilite la conservation. Mais de qui, de quoi? Mais des champignons. C'est donc, t'as dans l'alimentation, tu as des coupe-feux. Tu as une alimentation aussi qu'on appelle antioxydante. Tout ce qui est bleu, bleuet est antioxydant, qui stabilise les feux, qui est aussi, le bleuet est un fruit particulier parce que ce qui va nourrir le plant de bleuet, c'est la cendre, beaucoup. Et il y a beaucoup un aspect de feu qui tourne autour du bleuet. Pour faire régénérer des plants de bleuet, on va les incendier, on va mettre le feu. Et c'est le feu qui va nourrir la nouvelle plante, la nouvelle pousse qui va produire aussi. J'entendais quelqu'un me dire qu'il y avait une personne qui fauchait ses plants de bleuets, ses bleuetières, pour qu'ils se restaurent. Donc, ils ne mettent pas le feu, mais ils fauchent. Puis quand ils repoussent, ben, ils repoussent en eux, puis dans l'année d'ensuite, c'est comme bisannuel, ils vont produire des bleuets. Donc, la première année, ils font son plant, puis l'année d'ensuite, ils font les bleuets. C'est comme des framboises. Euh, il y a un aspect de feu autour des fruits, de la dynamique, de, de la création. C'est toute une mécanique de feu qui n'est pas seulement au niveau de la digestion animale ou humaine, mais dans la dynamique de feu. Il y a comme un cheminement de feu. Mais on pourrait même aussi dire qu'il y a un cheminement de maturité du feu. Il y a un cheminement, je parlais tantôt de l'enfant dans l'autre vidéo d'Isis et d'Osiris, que l'enfant avait besoin d'une protection parce qu'il était dans une forme de vulnérabilité. Mais c'est la même chose aussi au niveau du feu qui nous habite. Il y a comme une progression, une maturation du feu. Il y a une maturation spirituelle des gens. Il y a des gens qui vont être dans une dynamique d'adolescence perpétuelle. Et dans cette dynamique de, de vieillissement, si on peut dire, c'est l'œil, la portée de l'œil.
Un exemple, un adolescent va faire ses expériences, mais il ne sera pas capable forcément de prédire que telle affaire va donner telle affaire, puis telle affaire. Il n'aura pas la pensée forcément de penser qu'il est pour faire une bêtise, lui-là. Là. Il ne verra pas sa bêtise. Il va avoir, souvent sur le fait accompli, qu'il a fait une connerie, parce qu'il n'a simplement pas réfléchi. Mais ça, c'est l'œil. L'œil qui croit, l'œil qui grandit, l'œil de feu, est une maturation. Il y a une maturation du feu. Comme le fruit d'une plante est une maturation de feu, ben l'œil est une forme de fruit, d'une forme de maturation. Je voyais dans Sandman, la petite mini-série Sandman, que il y avait le mérovingien ou quelque chose de même qui mangeait des yeux. Mais c'est un peu comme si c'était un fruit en réalité. C'est un fruit de feu. Puis c'est un peu comme si, par métaphore, il mange l'âme. Il mange le feu. Mais ça, on va le voir avec l'autel de feu. Plus. Mais c'est quelque chose qui est là. qui est réel aussi. Qui se fait dans la société nécromantique dans laquelle on vit. Donc, je reviens aux lys. Au début, je pensais qu'il y avait 3 fleurs. Mais on me disait que non. C'est une seule fleur, mais qui est vraiment séparée en pétales, en aspects. Donc, on pourrait dire qu'il y a 3 lys, il y a 3 feux, mais constitués dans un seul. Donc, on ne peut pas parler des 3 fleurs ou des 3 lys. Mais ça reste une symbolique importante. On a parlé des fruits, on a parlé de maturation. Maintenant, je vous amène à une graine de soleil. Au feu source, une graine de soleil. Si je dis le sang blanc, je dis le feu source. Le feu blanc, le sang blanc, le feu source. Donc, on soigne par le lait. Mais le feu source, c'est aussi les graines de soleil. C'est du lait de... C'est un peu comme si le ciel étoilé est un champ et que ce champ produit un lait, comme, mettons, le lait d'avoine. Et ces feux produisent un lait. Et ce sont à la fois comme des graines de soleil. C'est presque poétique, la patente, là. J'ai même pas fait exprès. Dans mes notes, j'ai ici la voix de la lumière, qui est entre parenthèses, et qui suit une note que j'avais prise, qui est l'auto-engendré. C'est un peu comme si je vous dirais que le soleil nous parle et qu'il a une voix, ou que la lumière parle, qu'elle a une voix, et que cette voix donne naissance. La pollinisation du sang aussi. Mais là, on parle du feu blanc qui pollinise dans le sang. Qui après ça, je m'en vais vers la cellule galactique, la cellule solaire, la voix de la mer. Parce que c'est plus facile de parler de naissance, puis de graines solaires en parlant du féminin que forcément du masculin. Mais
C'est un peu ça aussi quand je donne l'exemple d'un univers inversé puis d'un univers, mettons, intérieur, l'autre extérieur. Au moment de la fécondation, c'est comme si le sperme blanc est une forme de lait, d'une laitance céleste, qui est un feu d'insémination. C'est une laitance céleste. Il y a comme un corps physique à ça, mais c'est aussi un corps de feu en soi dans les dimensions. Un autre aspect c'est l'enclume, la forge. La forge est au cœur du feu blanc. Je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le chant de l'enclume, le chant du feu. Et dans des observations qu'on a faites en hypnose régressive, nous avons observé que chez certains individus, l'enclume était fissuré, qu'il y avait une brèche, qu'il y avait un faux son, que le son de l'enclume avait été faussé par une perturbation. C'est un peu comme si on aurait craqué le code, puis qu'on aurait triché sur le code, puis que l'enclume est en vérité un peu le code, le code génétique. Comme si le code génétique aurait été craqué, puis il aurait été modifié, mais d'une façon spirituelle et non physique forcément. Dans la manipulation de l'ADN, il y a beaucoup plus de magie alchimique que de physique. Parce que la chimie, c'est une étude de l'énergie dans les corps, puis dans sa forme. Fait que l'alchimie, c'est une science, mais de l'esprit, mais qui est proche, qui est parallèle, qui est juste à côté, là. Fait que l'enclume est au cœur, puis l'enclume est là, puis c'est un aspect important. OK, ça va être un autre aspect que je vais t'en parler tantôt. Je vais revenir à un feu archaïque, une dimension archaïque. Donc, quand il y a eu la déflagration de Tiamat, il y a eu une brèche dans les dimensions, de feu. Il y a eu une brisure dans les dimensions de feu. C'est un peu comme si je vous dirais que l'œuf a craqué et a laissé rentrer un liquide. Ce liquide-là est une autre source qui était connue par nos fameux nécromanciens, nos empoisonneurs, qui est un feu archaïque, qui est un liquide archaïque, qui est comme un liquide entre les cellules solaires ou galactiques de création, mais dans une dimension à grande échelle. Là. Il y a comme un liquide qui existe, qui entoure l'œuf. Et dans ce liquide-là, dans certains aspects dimensionnels, c'est pas du jus de. C'est pas du jus de cactus, là, c'est pas du jus qui est très bon, là. C'est quelque chose qui est un peu potentiellement avarié, si on peut dire. C'est un peu comme si je vous dirais qu'une graine
pousse dans de la pourriture. Fait que c'était un peu comme s'il aurait rentré un peu de pourriture dans la structure, dans notre structure d'univers, et qui est une forme de feu, mais archaïque, qui sont des codes tronqués ou des codes pas utilisés, qui est une souillure au niveau du feu. Fait qu'il y a une souillure du feu, puis c'est un peu ça que j'appelais le feu noir. Mais finalement, c'était plus un non-feu, ce qui n'en contient pas. Donc, il y a comme un liquide qui, à un moment donné, se crée, qui ne contient plus de feu. Dans l'aspect de décomposition, de minéralisation, de déstructuration que vont faire les champignons, ils vont finir d'aller chercher le feu. Ils vont être capables même de dissoudre la pierre, désagréger la pierre qui peut potentiellement contenir du feu. Fait que il y a vraiment une dynamique de consommation de feu, puis qui crée dans la vie qui nous entoure, il n'y a pas de vide de feu en tant que tel. Ce qui amène un vide de feu, si on peut dire, c'est les champignons qui vont finir d'absorber ça. Les champignons sont une science en soi, c'est un monde en soi. Puis lorsqu'on va étudier les champignons, on va étudier une facette du feu, de la vie qui nous entoure. Ce que je voulais parler d'autre, c'est sur la tête d'Isis, il y a une plume. Elle symbolise l'expression de feu, du feu sacré, mais la plume blanche aussi. C'est pas n'importe quelle plume, c'est pas n'importe quelle couleur, c'est pas n'importe quelle place, c'est au front. Et les janissaires portaient une plume au front, qui étaient des guerriers saints. Les guerriers saints, les janissaires, portaient l'habit symbolique sacré. Puis lorsqu'on va rencontrer des janissaires dans les mondes subtils, souvent ils vont porter leur habit sacré. C'est comme si le vêtement serait un vêtement de feu qui est immortel. Leur vêtement est immortel. Lorsque l'on rencontre des gens dans les éthers, dans les mondes célestes, sont assez rarement tout nus. Ils sont pas tout nus. Ils sont habillés. Puis il y a une dimension sacrée aux vêtements dans leur couleur et dans leur forme et ainsi de suite, qui sont souvent des expressions de feu. Mais il y a vraiment un aspect fondamental aux vêtements qui va rester avec la personne. La personne va rester habillée d'une certaine façon, avec ses vêtements qui sont une émanation de ces expressions de l'être. Donc, les janissaires portent la plume qui symbolise la conscience christique, la communication céleste, et qui sont des corps qui portent les cieux, qui sont l'action de Dieu. C'est le principe sacré des janissaires chez les musulmans, qui est, je pense, en renaissance aujourd'hui en Turquie. Mais dans les mondes subtils, vous pouvez demander de l'aide aux janissaires aussi.
en parlant de musulmans, actuellement, on est dans le Ramadan. Le Ramadan est un rituel de feu qui tourne beaucoup autour de l'alimentation. Et pas n'importe quelle alimentation, l'alimentation solaire et lunaire. Donc, on parle plutôt de se nourrir sous la lune, se nourrir sous le ciel étoilé et non sous l'œil de Russe. C'est un peu comme si je vous dirais que nous avons besoin de nourrir notre œil, comme l'œil nous nourrit, nourrir l'œil lunaire. C'est comme si nous reconnaîtrions son importance et que dans ce moment de l'année-là, nous le nourrissons dans un rituel sacré de nourrir le feu blanc, de nourrir les mondes spirituels. C'est quelque chose qui est fondamental, puis le rituel, ce rituel-là, le ramadan, c'est le rituel d'éveil des prophètes. C'est un rituel qui est consacré à la purification ou à former une intelligence, mais pas seulement ça, à faire des musulmans ou des gens qui vont pratiquer cette pratique, des thérapeutes célestes. Puis actuellement, ben, je ne sais pas si l'islam est rendu là. Je crois que oui, en partie, parce que leur règle de vie est tournée vers ce respect-là, des règles sacrées, des règles célestes, qui leur est dictée par les mondes célestes. Donc, il y a comme une écoute importante dans la façon de se nourrir, dans la façon de vivre. Et le port du voile au niveau de la tête protège le feu sacré, de l'expression sacrée du feu. Le voile protège aussi de la fécondation de la fleur de feu, de créer vraiment un obstacle, une coupure de fécondation du feu. On vient cacher la fleur de feu. Pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, de voir les femmes voilées comme ça, c'est un peu troublant, incompréhensible, mais en même temps, il y a un aspect sacré qui est personnel, en vérité qui est personnel à la femme, de sa volonté à vouloir être dans une forme de rituel sacré de sa vie. Dans sa vie, de porter ou ne pas porter le voile, d'être dans une communication ou ne pas être dans une communication. Il y a comme une coupure qui se fait, qui peut être volontaire, mais quelque part, il y a une conscience à avoir là. Il y a une conscience aux aspects de la fécondation de la fleur de feu, puis même au toucher. Il y a des gens qui vont se mettre des gants pour s'isoler du feu, des troubles de feu. Lorsqu'on a le cancer du sang, qui arrive étrangement souvent chez des enfants, chez des adultes, mais c'est des enfants souvent, il y a une précaution de feu à faire dans notre environnement. Donc, c'est comme une désinfectation de tout l'environnement. On désinfecte tout, on nettoie tout, parce que le sang est vulnérable. Ça fait partie des maladies du feu.
Mais il y a des gens que pour eux, le port de gants ou le port du voile sont une forme de protection magique, une protection pour garder le feu pur, le feu sacré. Tout cet enseignement-là que je vous parle là, c'est très zoroastrien. C'est très zoroastrien. Et c'est ancien comme enseignement. Tantôt, je parlais du système endocrinien, mais c'est le système lymphatique aussi. Le système lymphatique. Je me suis peut-être trompé dans mes affaires, là. Je pense que c'est ça. Le feu bleu, c'est plus le système lymphatique. Mais en tout cas, bon, du moment qu'on se comprend, là j'ai parlé du zoroastrisme. Mais lorsqu'on connaît un peu l'histoire des Zoroastriens, on constate qu'il y a eu une guerre épouvantable entre l'islam et les Zoroastres. L'islam a eu des grands prêtres, on peut dire, qui ont des exégètes, qui ont pris des décisions hâtives, troublantes et extrêmement destructrices. Nous avons vu une guerre de feu. Une guerre à éteindre des feux. Éteindre le feu zoroastrien. Dans le zoroastrisme, dans les gens qui étudient le feu, ce que nous observons, c'est des gens qui sont connaissants de la magie profondément. Pas seulement de la magie blanche, mais de la magie noire aussi parce que ils connaissent les maladies du feu, les troubles dans le feu. Puis comme notre gros problème est un problème de maladie du feu, les zoroastriens étaient les mieux placés pour voir les déséquilibres et les problématiques qui peuvent habiter un regroupement ou une société qui est dans le feu, si on peut dire aussi, qui est l'islam, ça peut être aussi la religion catholique, que d'autres religions qui ont une perspective souvent limitée et qui placent une frontière. Une frontière qui pour eux les protège. Ils vont mettre une barrière pour se protéger de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils comprennent mal. Ils voient un mal ou ce qu'il n'y en a pas forcément. Fait que, mais il y a aussi l'aspect que si tu as quelque chose à cacher dans ta structure de feu, dans ta structure, tous ceux qui sont dans le feu vont être capables de te dénoncer ou de dénoncer la supercherie. Alors, si tu n'es pas dans la vérité du feu, ce sont les gens qui sont dans la science du feu qui peuvent voir la tromperie. Puis ça, on va l'élaborer plus sur l'autel de feu. Donc, il y a eu un litige de feu entre le Zoroastre et l'Islam. Et ce que la dimension zoroastre amenait, c'est un potentiel de révolution du feu. C'est-à-dire que la science zoroastre pouvait amener
en litige. Les autres qui sont dans la science du feu, mais qui auraient pu créer un débalancement du feu, une perte de contrôle du feu. Le risque d'une révolution au sein même d'une société construite autour d'un type de feu. Donc, les religions, les communautés se construisent autour d'un feu, de principes qui sont écrits, qui sont mortifiés dans une lettre de feu. Une lettre de feu, c'est un feu qui est vivant, qui bouge. Par contre, une lettre mortifiée, c'est une lettre écrite qui est morte, qui est pris au pied de la lettre. Donc, l'aspect de religion qui vont créer une structure de feu, qui vont construire leur santé mentale dans une structure, vont essayer de se prémunir de la maladie mentale de d'autres groupes. Ils vont tenter de se prémunir de potentiels de troubles de feu. Et pour ne pas prendre de risques, de mettre en péril son propre feu, de se faire gardien d'un feu que l'on croit pur. Puis c'est là qu'apparaît le non-sens du feu qui se confronte, le feu contre le feu. C'est l'absurdité de la guerre du feu et ce qui amène, la vraie guerre est ce qui amène à la non-compréhension, à la distorsion de la compréhension, à l'œil du feu. Qu'est-ce qui atteint l'œil, le regard, qui nous éloigne de la vérité du feu? Donc, l'ennemi est, si on peut dire, ce qui altère l'œil de feu, ce qui altère la vision de feu. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de se comprendre? Il y a plusieurs aspects dans le feu, dont la passion. C'est souvent dans la passion, par passion, qu'on va tourner vers la guerre du feu. Que des globules blancs s'en prennent à d'autres globules blancs ou à d'autres aspects du corps pour détruire ce corps. C'est un peu comme si je vous dirais que les 14 nations de la Terre, du corps d'Osiris, se détruisent entre elles. Que les 14 parties du corps d'Osiris sont des corps de feu et qu'ils ne se retrouvent plus dans le feu. Ils n'arrivent plus à faire un dans le feu. C'est le grand enseignement de Ra, de se réunir dans le feu. Que cette science-là, qui va être transmise, va venir nous aider à purifier ce feu, à venir purifier ce qui est du non-feu, ce qui éteint les feux, ce qui est comme une brume d'eau, comme un brouillard froid d'eau qui vient et qui entoure le feu, et qui vient comme l'étouffer parce qu'il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau. Puis l'air qui vient comme nourrir le feu l'étouffe. Fait qu'il, il y a le combustible, il y a le comburant.
Fait que là, on est dans un problème d'air, de comburant, de noyade du feu. Et je parlais dans mes vidéos précédentes d'une première science nécromancienne qui était la noyade. La noyade des mémoires. Mais c'est aussi la noyade du feu. Il y a des aspects des mémoires qui ont été noyées, qui ont été éteintes. Je vous donne un exemple. Des hommes vivant dans les arbres, des communautés vivant dans les arbres. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Oui. Qui porte les mémoires actuellement? Assez peu d'hommes, mais les arbres la portent encore. La mémoire de l'arbre se rappelle des hommes vivant dans les arbres. Donc, lorsque l'on va vers les arbres nous enseignent les anciennes mémoires des hommes dans les arbres. Et par l'arbre, dans notre faculté de cinquième élément, nous pouvons nous reconnecter à cette science, à ces mémoires, ces feux qu'on a cherché à éteindre pour en placer d'autres. Dans l'histoire d'Isis et d'Osiris, ce qui n'est pas mentionné, c'est le préambule. Puis ça, c'est particulier. Je rouvre une porte un petit peu hallucinante qui est que il y a deux tables rondes, deux ciels étoilés, un voilé puis un existant. La Terre, Gaïa, est un grand backroom, est une grande chambre d'illusion. Ça, c'est un peu hallucinant. C'est un peu comme si je vous dirais que la réalité que l'on voit est une présentation holographique. Elle est existante, elle est matière, mais pas forcément de cette terre. Puis pour l'avoir placée, il a fallu que le décor soit changé. La terre sur laquelle on se tient a porté d'autres formes de vie qui a été annihilée dans cette guerre des mondes préalablement pour recevoir une version holographique d'une planète située à Orion. Et que lorsque l'on regarde notre ciel, nous observons ce que nous observerons si nous serions à Orion. Ça, c'est bizarre. Alors que lorsqu'on observe Orion, on s'observe. C'est un peu comme si une magie nous aurait téléportés. Et dans la recherche de la naissance d'Anu, nous observons l'inversion d'Orion et que Orion devient une espèce de panier de crabe, une espèce de nid de vipère de nécromancie. Mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme si notre monde actuel, illusoire,
est sur un nid de vipère. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a de la difficulté à s'en débarrasser. Cet ancien monde, c'était celui des dragons, des reptiliens, où il y avait une intelligence et des mémoires. C'était pas des êtres c'était pas simplement des mangeurs de steak, des faiseurs de steak haché. C'était pas forcément des créateurs de steak haché, et ainsi de suite, là. Donc, le monde des dragons a été envahi, dévasté, annihilé, divisé, séparé pour créer des forces de dualité. Parce qu'il y a une différence entre la dualité et la force derrière la dualité. Ce qui amène une force à la dualité, c'est les énergies qui sont derrière. Donc, il y a deux tables rondes existantes. Mon ami Carole vient d'une table ronde, puis moi, je viens d'une autre table ronde. Et il existe qui sont la même source, qui viennent de la même source. Et il y a une deuxième source euh, qui vient du liquide archaïque. Qui est une dimension aussi dans une dégénérescence, où a été commis les fameux 15 000, près de 15 000 sacrifices solaires. Donc, il y a une autre source qui a amené ces armées, cette dégénérescence-là. Cette dégénérescence-là, qu'on va voir avec l'autel de feu, qui est de consommer le feu. Vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a certains êtres sur Terre qui, tout ce qui touche se transforme en cendre. Au lieu de créer de la vie, de l'abondance, ils vont créer de la pauvreté, de l'appauvrissement, puis une désertification. La première chose qu'on se rend compte quand on étudie le feu, puis surtout les aspects de l'autel de feu, c'est un peu comme si on traverserait un désert. Lorsque l'on voit tous les aspects que ça comporte, on a envie de vomir. On a envie de... On devient dans une forme de détresse ou de désespoir, plutôt. Le désespoir est omniprésent. Fait que c'est une étude qui est très difficile. L'autel de feu, c'est un sujet très difficile. C'est un enseignement très difficile qu'on m'a demandé de suivre parce que j'ai voulu lâcher à quelques reprises parce que ça me rendait un peu malade, faible. Ça tire beaucoup d'énergie, cette étude-là. Et c'est ça. Donc, on était aux tables, on était aux tables, on était à cette dimension-là, qu'un univers en cachait un autre, qui avait une autre énergie sous-jacente. Et que ce qui se trouve sous nos pieds réellement, ou dans une forme de réalité, n'existe comme plus ou existe, mais dans une autre dimension. C'est un peu dur à dire. C'est assez dur à dire.
Bon, c'est une vidéo qui est longue, mais c'est nécessaire parce que c'est un gros dossier, là. On est dans un gros building, là. On ouvre plusieurs portes. J'ai plusieurs pages. Donc, dans les aspects de le feu, la fleur de feu, la ligne de feu, l'expression de feu, le maître, le feu, les feux secondaires, le corps d'immortalité, le corps universel, l'immortalité universelle, il y a l'alliance de feu. Des alliances de feu qui se font entre les corps, donc entre nous et les plantes, entre nous et les animaux. Il y a différentes formes d'alliances qui ne sont pas forcément dans la dynamique de se manger entre nous. Il y a d'autres formes d'alliances sacrées qui sont dans un respect de complémentarité et de soin qu'on doit vraiment approfondir. Il y a aussi les aspects de la métamatière, puis des métadonnées. Les métadonnées sont les aspects de l'empoisonnement dans le feu, qui sont des méta-informations ou des troubles de feu qui viennent s'immiscer dans notre feu sacré, qui se situent au cœur de la fleur, au cœur de la matière, à notre cœur de nous. Et c'est tout là que ça se joue, au niveau du marteau et de l'enclume. C'est un peu comme s'il y aurait eu des programmations ultérieures qu'il faut déprogrammer, des souffrances, puis qui parfois ont été créées par nous-mêmes et parfois qui ont été amenées, des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Vraiment des créations traumatiques. C'est un peu comme si je vous dirais l'enclume baigne dans la métamatière et qu'il y a dans celle-ci des fois des failles dans les particules. Comme si on placerait une bombe qui crée une espèce d'anéantissement dans le code génétique. Puis ça, c'est vil. C'est ça l'effet un peu du poison d'une bombe dans le feu. Les bombes, c'est des traumatismes qui créent des failles, qui éclatent la structure dimensionnelle, toutes les dimensions du feu. Donc le feu forge le corps et c'est par l'esprit qu'on se forge. Si le corps se ralentit, se refroidit, se pétrifie dans une vieillesse planifiée du feu et du métal et de la terre. Il y a donc une dynamique d'une forme de lutte au corps d'immortalité pour lui faire croire qu'il meurt, qu'il est possible de mourir, alors que ça n'existe pas. On ne meurt pas. On peut changer de dimension, d'état, mais on ne meurt pas. Notre conscience ne meurt pas. Puis si on nous fait croire qu'on meurt, c'est pour nous prendre en otage. Donc, il y a une espèce de jeu entre l'eau et le feu. Il est important de savoir doser l'eau pour ne pas tomber dans un désert, dans une sécheresse. Il y a aussi l'aspect de, tu sais, on parle de Jésus dans le désert, là.
Mais c'est un peu comme si je vous dirais qu'on irait dans des formes de pensées désertiques, des pensées qui causent de la sécheresse. Il y a des pensées chasses, il y a des pensées qui affroidissent, qui refroidissent l'humanité. Euh, comme le principe de se sentir séparé ou éloigné, alors que l'on n'est jamais séparé. Cette pensée-là, que l'on n'est jamais séparé, est une pensée chaude. Et de penser qu'on est séparé, qu'on est distant et qu'on est en manque, c'est une pensée froide, affroidissante, euh, qui nous pétrifie. Il y a un aspect que ça va être une autre vidéo, ça va être le doigté d'or. Le doigté d'or, c'est une façon de s'approcher, de s'aborder et de se laisser, de se rencontrer du regard, de se rencontrer dans des gestes, de sa façon de se tenir corporellement, de se parler, de son intention, de la façon d'être proche de l'autre, à savoir si on s'approche ou si on s'éloigne. Et du froid de la séparation qui peut se créer. Il y a une façon de se laisser sans se laisser réellement, du regard et en mots et en gestes. Il y a une façon de se laisser qu'on sait on ne se quitte pas. Puis ça fait partie du doigté d'or. C'est une autre vidéo qui va venir, là, qui fait partie de mes dernières études du feu. Donc, il y a des aspects de l'eau qui peuvent ébouillanter aussi, trop refroidir rapidement, mais qui peuvent aussi être à l'opposé apaisantes. Des mots apaisants. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Peu importe, peu importe les fautes, mon amour restera toujours semblable. Ce sont des paroles apaisantes. Il y a des paroles aussi qui saisissent, qui sont agressantes et qui fragilisent et qui blessent. Il y a des liens du cœur qui peuvent être corrompus, qui peuvent être comme un cœur fragmenté, corps, âme, esprit, il y a comme une dissociation qui peut être faite par traumatisme, qui est à la fois dans l'eau et dans l'air. Créer une dissociation, c'est relativement facile. Il s'agit de dire demain matin, mettons que je suis Trump, là, puis je dis que le Canada est ton ennemi. Tu sais. Là, tout est mauvais, est pourri, on se fait abuser. Ça, c'est une création, une magie noire de dissociation, de séparation. Il y a dans la magie noire, c'est principalement ça aussi, c'est de créer des séparations, des dissociations, des isolements, isoler les gens les uns des autres. Ça, c'est de la magie noire. Tourner les uns contre les autres, c'est de la magie noire. Être dans la suspicion, dans discréditer des gens, c'est de la magie noire. Euh, Créer des fausses informations pour écraser des gens. Dire des mensonges pour essayer de créer des opportunités pour tourner des sociétés les unes contre les autres. C'est de la magie noire. Présentement, là, on voit beaucoup
de magie noire du feu. Puis ça va être le sujet de l'hôtel de feu, encore. Mais il y a un trouble d'eau, puis d'air. T'sais, on sert de l'air pour venir éteindre les feux, pour venir détourner les feux. J'ai une petite coccinelle qui est là depuis un matin, là, qui se promène, qui voltige. C'est assez drôle. Une phrase que j'ai entendue, je me rappelle plus pas où, mais de tous les outils que l'on possède, le cœur est suffisant. De tous les outils que l'on possède, le cœur est suffisant, puis je pourrais même rajouter. Est l'outil, pas ultime, est l'outil, point. C'est de lui qu'il faut se servir, c'est du cœur qu'il faut se servir. C'est de ce feu blanc-là qu'il faut se servir pour exister, cohabiter dans cette société. Là, ma face devient de plus en plus claire tout le temps, c'est parce que le soleil se lève tranquillement, le jour se lève. Là. Le corps de gloire, un équilibre entre l'eau et le feu. Taire le feu, c'est éteindre la flamme. La Mahat nous enseigne à faire circuler l'énergie. À partir du moment que l'on se tait, à partir du moment que moi je vais arrêter de parler, puis que je décide de ne plus transmettre mes informations, j'éteins le feu. C'est important, en tout cas pour moi, de garder ce lien-là, non seulement de le garder, mais de le garder aussi gratuitement. C'est pour moi un principe que nous enseigne la Mahat. Et j'ai pas eu besoin, jusqu'à venir aujourd'hui, à me détourner de ça. Parce que je vis de d'autres choses. C'est pas ce que j'aimerais nécessairement, mais je vis de d'autres choses et l'étude, c'est un sideline. Dans le sens que qui est pas payant. C'est un sideline qui me rapporte rien monétairement, mais spirituellement, c'est extrêmement enrichissant. Je suis béni, je suis nourri et donc je suis dans la gratuité, dans le sens que le ciel me l'enseigne et je le redonne, comme on me l'enseigne. Bon. La voix du feu, le chant du feu. Donc, à partir du moment qu'on fait circuler l'énergie, c'est le chant du feu qui est en marche. À partir du moment qu'on se tait, le chant se baisse. Il y a comme de l'eau, là. Il y a comme une noyade. C'est important pour tous les thérapeutes de comprendre cette dynamique-là de circulation, de feu, garder le feu vivant. C'est un enseignement zoroastrien de garder le feu pur, garder le feu d'une bouche à une oreille, d'un œil à un œil, d'un partage de feu. Il y a aussi, là je lis mes notes en descendant, là, la prison de feu. Ça, c'est vraiment au niveau de l'hôtel de feu qu'on va voir ça. Mais ça a été une révélation importante. C'est à travers une chanson que j'entends. J'avais un air dans la tête, là. Puis là, ça me gossait, là. Puis cette toune-là, là, c'est Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine. De Rage Against the Machine. Sleep Now in the Fire, c'est maintenant dormir dans les flammes.
C'est un peu comme si je vous dirais, vous êtes du bois mort et brûlé. Mais un être éveillé est un bois qui brûle mais qui ne se consomme pas. Donc, nous sommes devant le buisson ardent. Donc, lorsque Moïse rencontre le buisson ardent, ce qu'il voit, c'est son miroir. Est-ce qu'il voit le corps de Dieu? Oui. Est-ce qu'il voit son miroir? Oui. Alors, le buisson ardent, ce qui y manque, c'est les fleurs dedans. Ben, peut-être qu'il était juste pas en bonne saison, mais c'est la représentation de notre corps énergétique. C'est une fleur de feu, c'est un buisson ardent, c'est un bois qui ne brûle pas. C'est ça. Donc, on parlait de la prison de feu. Puis dans l'aspect de Sleep Now in the Fire, dormir dans les flammes, là, en réalité, ce qu'il faut faire, parce qu'on est des corps de feu, fait qu'on on peut s'endormir dans le feu, mais on ne brûlera pas. Mais ce qui nous est demandé, c'est de brûler, de se consumer, de se transformer en cendre. Tu sais, je vous ai parlé de celui-là qui brûle, qui touche, puis ça devient de la cendre. Mais c'est ce qu'il nous demande, de devenir de la cendre. Mais nous autres, on ne veut pas devenir de la cendre. On ne se laisse pas consumer, on ne se laisse pas brûler. Parce que nous autres, là, ce qu'on fait dans notre vie, là, on danse dans le feu. Puis on chante dans le feu. Nos chants, c'est des chants de feu. Et nos danses, c'est des danses de feu. Nous dansons. Vivre est une danse du feu. C'est beau, hein? Donc, il faut apprendre à danser dans les flammes et non à dormir dans les flammes. Dans l'aspect d'éteindre les feux, de s'endormir dans le feu, l'occultation, c'est une pétrification. L'occultation, c'est éteindre un feu quelque part. Vouloir éteindre un feu. Mais en vérité, c'est une absence de feu. Il faut donc nourrir la flamme et non essayer d'éteindre quelque chose qui, en vérité, ne s'éteint pas parce qu'il n'y a pas de feu. Quand on fait de l'occultation, on fait le contraire de ce qu'on devrait faire. On cherche à éteindre quelque chose qui, en réalité, il y a juste une absence de feu. Il faut vraiment comprendre que l'éclipse, dans sa nature originelle comme enseignement blanc, de magie blanche, parce qu'il y a une magie noire et une magie noire. Puis la magie noire blanche nous enseigne qu'il faut apprendre par l'éclipse à trouver la lumière. C'est important ça. Donc, lorsque vous allez voir quelqu'un qui est dans un trouble de feu, dans une absence de feu, le défi, c'est d'être à ses côtés pour trouver la lumière, retrouver la lumière, rallumer le soleil. Ce que l'on va souvent observer, ce sont des orphelins solaires ou des entités orphelines solaires qui sont derrière et qui font partie des codes de la métamatière et qui sont prisonniers. Ils ont besoin d'être libérés et de retrouver leur lumière. Ça, c'est une magie, une étude de la magie noire blanche. C'est pas simple, c'est très complexe. C'est une prochaine vidéo aussi. Il y a la magie noire et il y a la magie noire.
Donc, c'est un autre point, une autre chose pesante pour dire arrêtez de faire de l'occultation et amener le feu à s'allumer, à s'éveiller, rallumer les feux, rallumer la passion, rallumer la flamme dans vos yeux, rallumer la flamme dans l'œil, ramener un équilibre. Le grand déséquilibre, je n'ai parlé, c'est l'empoisonnement de Mammon, de Mammon. Puis il y a toute une science là d'empoisonnement. J'ai passé à travers mes pages, pas mal. Je vais les virer de bord parce que des fois, je suis recto verso, là. Ah. Puis, OK. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Tu sais, ça m'a pris du temps avant de revenir à faire une vidéo, là. Mais ma situation actuelle me limite beaucoup. Puis j'ai besoin d'aide dans plein de niveaux de ma vie. Donc, je demande de l'aide. Je veux rencontrer des gens qui sont en spiritualité. Je cherche à rencontrer des Esséniens. Puis ça n'a pas full bien marché, même s'il y en a avec qui j'ai des relations, des contacts, mais pas tant, pas tant. Il y a beaucoup de peur chez tout le monde, pas juste chez les Esséniens, chez tout le monde. Tout le monde, les gens ont peur de la spiritualité. C'est un peu comme des fois des sables mouvants pour beaucoup de personnes. C'est des sables mouvants, puis ils veulent pas rester pognés dans des affaires. Les gens veulent vivre simplement, puis ils veulent pas se casser la tête. Ils veulent que ça soit simple. Mais en vérité, la spiritualité est là pour nous simplifier la vie et, et nous sortir de cet embourbement que crée une classe dirigeante castrante. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, il va falloir que je me prépare pour le travail. Et ça peut aller la semaine prochaine avant que je fasse d'autres vidéos. J'ai un laps de temps de 3 jours. J'ai une fenêtre de 3 jours qu'il faut que je fasse ce genre de choses-là. Parce qu'après ça, je suis comme bien occupé. Puis ça me demande de la méditation puis de la préparation avant de présenter ça. Puis mettons que l'hiver n'a pas été facile. Ça fait que merci.